l'ensemble des députés de l'opposition, ce qui nous a amené à vous rencontrer aujourd'hui pour en parler. L'opposition parlementaire a décidé, pour une première dans notre histoire parlementaire, de boycotter les travaux de la plénière qui étaient initialement prévus demain 10 avril, mais qui, comme vous le savez, vient d'être reportée à une date ultérieure. En venant ici, nos deux présidents ou présidentes, coordinatrices du groupe des non-inscrits et présidente du groupe Takwalo, la collègue Aïssata Sall, ont été saisis pour être informés du report à une date qui sera précisée par l'Assemblée nationale de la séance prévue demain. Donc l'opposition a décidé du boycott des travaux qui avaient été initialement prévus demain. Par respect pour nos électeurs et pour l'opinion nationale, nous avons décidé de cette séance d'information afin que nul n'ignore le sens et le bien fondé de notre démarche. Que se passe-t-il donc à l'Assemblée nationale pour nous amener à agir ainsi? La première raison fondamentale, deux raisons d'égale dignité et d'égale gravité, et je vous en donne une, qui fonde le boycott consiste en des violations répétées et délibérées du règlement intérieur de l'Assemblée nationale par la majorité sous l'impulsion du président de l'institution qui agit comme le président du groupe parlementaire PASTEF. En effet, il est patent, premièrement, et manifeste pour tous que dans sa composition actuelle, le bureau de l'Assemblée nationale viole la loi portant sur la parité. Que l'Assemblée nationale viole ouvertement les lois qu'elle vote est d'autant plus scandaleux que des conseils municipaux ont été contraints par la Cour suprême à se conformer à la dite loi après une première composition ne respectant pas la parité stricte. Au pays de Senghor, de Birago Diop, de Boubacar Boris Diop et autres illustres écrivains, le groupe de 130 députés de PASTEF ne craint pas le ridicule de prétexter que le terme « outre », qui signifie « en plus », sert non pas à inclure ou à additionner, mais à exclure, à soustraire. Le matin, le coup de force ne peut être aussi clairement assumé. Par ailleurs, le président de l'Assemblée nationale viole au quotidien les droits de l'opposition en refusant quasi systématiquement la parole quand des députés font appel au règlement intérieur, ne serait-ce pour expliciter le bien fondé de leur démarche. Il ne s'est pas privé, lors d'une séance, à accepter pour un député de la majorité ce qu'il venait de refuser à un député de l'opposition, c'est-à-dire l'appel au règlement. Cela participe de la culture du matin, du coup de force. Le président de l'Assemblée nationale s'associe à des entreprises visant à saborder l'initiative d'un député de l'opposition, consistant à une proposition de loi écrite, accompagnée d'un mémoire relatif à sa recevabilité, démontrant que la dite proposition n'entraîne pas d'impact financier. Jusqu'à ce jour, ce député, pas plus que les autres collègues, n'ont reçu de réponse écrite de l'Assemblée nationale, encore moins d'une preuve consistant à quoi consisterait l'impact financier allégué. Pas de réponse écrite, donc pas de possibilité de recours. Cela s'appelle du matin. En quatrième point, on pourrait continuer à énumérer ainsi les violations nombreuses, répétitives et répétées, et assumées sans même les couvrir d'une apparence démocratique et de normalité. Le plus grave est que, dans ces interactions de tous les instants avec les membres de l'opposition, le président de l'Assemblée nationale manque de la plus élémentaire courtoisie et se prend pour un surveillant de camp plutôt que pour la deuxième personnalité de l'État, s'abaissant jusqu'à des manipulations de listes d'orateurs indignes de son rang, indignes de la tradition de l'Assemblée nationale, indignes de la démocratie
comme il a été donné à voir à l'opinion lors de la séance du 2 avril 2025 consacrée au vote de la pseudo-loi interprétative. Ce jour-là, le summum a été atteint quand son arrogance et son dévouement à l'exécutif et à son parti l'ont amené de façon répétée et avec sarcasme à multiplier les violations du règlement intérieur. Malgré plusieurs remarques faites par l'opposition, le président de l'Assemblée nationale a laissé une si importante et solennelle séance se transformer en meeting nourri d'applaudissements à tout va et de huées par le public. Les rappels des députés au respect du règlement intérieur n'y ont rien fait. Le président de l'Assemblée nationale déclarant que les applaudissements du public faisaient certainement mal à l'opposition. Ainsi, le public est allé crescendo dans sa brillante présence et a failli s'en prendre à 2 députés lors d'une suspension de séance. En effet, nos 2 députés, dames ici présentes, ils vont peut-être à vous le préciser, ont failli être prises à partie dans l'enceinte même de l'Assemblée nationale, dans les locaux de l'Assemblée nationale, par une partie de visiteurs qui les ont non seulement filmés, mais qui les ont menacés. Moi qui vous parle, j'ai été plusieurs fois insulté, conspué par des gens qui étaient présents dans les tribunes ou dans les travées de l'Assemblée nationale. De surcroît, le président de l'Assemblée nationale, par ses commentaires intempestifs et désobligeants, viole de façon outrancière le règlement intérieur, car, comme le public invité, il ne lui est permis d'exprimer aucune position ni idée sur le débat, même de façon allusive. Pire encore, il a refusé avec une désinvolture qui frise l'insolence de laisser les députés lire leurs amendements, montrant sa satisfaction personnelle lorsque d'autres y ont renoncé, outrés par son comportement inqualifiable. Cette attitude, jamais vue d'un président de l'Assemblée nationale depuis Lamine Gueye, le premier qui a ouvert une longue liste présidents respectueux et respectés, n'honore pas l'Assemblée nationale du Sénégal, que pourtant le nouveau régime avait promis à une rupture conséquente. Nous demandons en conséquence au président de l'Assemblée nationale de se ressaisir pendant qu'il est encore temps, de se débarrasser de ses habits de militants communicants et d'être à la hauteur de la dignité de son rang pour incarner celui-là même qui doit être un président élu par ses collègues et respectueux de tous pour en retour mériter le respect qu'il sera alors en droit d'attendre de tous ses collègues. Au reste, le recul noté dans la marche de l'Assemblée nationale du Sénégal, à la place d'une rupture positive et transformatrice, trouve son illustration dans une soumission encore plus grande à l'exécutif, qui est illustrée par les sessions de questions d'actualité. C'est la deuxième raison de notre décision de boycott, qui n'est pas une raison de moindre importance. Il a été en effet donné à toute personne de bonne foi à voir le comportement scandaleux du Premier ministre. Les passages du Premier ministre, loin d'être de grands moments d'échange d'idées contre idées, se transforment en des joutes d'attaques crypto-personnelles, de procès de députés, rendus d'autant plus déséquilibrés que la majorité aménage à l'exécutif un temps de parole double de celui des députés et supprime pour ces derniers le deuxième double de parole traditionnel. Il est important ici de préciser que d'habitude, jusqu'à cette 15e législature, quand il y avait des questions d'actualité ou des questions au gouvernement, le député, naturellement, comme le membre du gouvernement, avait le même temps de parole. Ça s'appelle équilibre des pouvoirs. Et le député, pour exercer sa fonction de contrôle, devait avoir le principe du contradictoire. C'est-à-dire, après une première prise de parole où il interpelle le membre du gouvernement, il avait le droit de venir dire s'il est satisfait ou s'il n'est pas satisfait. Or, ce deuxième tour pour le député a été supprimé, alors même qu'on a maintenu le temps de parole en 2 séances
en deux séquences qui avaient été initialement prévues pour le membre du gouvernement ou le Premier ministre. Donc le Premier ministre se retrouve avec 8 minutes. Et vous avez constaté que la dernière fois, les députés qui avaient intervenu avaient droit qu'à 4 minutes sans deuxième tour. Donc ça rompt fondamentalement le principe de l'équilibre des pouvoirs et en plus surtout la fonction de contrôle de l'action de l'exécutif à laquelle cette séance est consacrée. Ce qui permet au Premier ministre de dérouler en roue libre, assurer qu'il est que la République ne viendra pas derrière. Cela constitue non seulement un recul par rapport à la tradition de l'Assemblée nationale, mais une atteinte délibérée à l'équilibre des pouvoirs. En effet, l'organisation des questions au gouvernement est prévue et accordée, encadrée par la loi organique portant règlement intérieur de l'Assemblée nationale, notamment en son titre 3, contrôle parlementaire. Cette loi dispose que le gouvernement se soumet une fois par semaine au moins à des questions d'actualité adressées à des ministres. Un jour, au moins par quinzaine, déterminé à l'avance aux questions orales. Un jour, au moins par mois, aux questions d'actualité au gouvernement. Comme on peut le constater, il n'y a là aucune innovation ou concession du nouveau régime. Il s'agit là, au contraire, de l'exercice le plus naturel et le plus courant dans une démocratie normale où le Parlement exerce son devoir de contrôle de l'action gouvernementale. Le minimum démocratique serait de respecter les dispositions du titre 3 du règlement intérieur, en particulier ses articles 91 à 96. Or, au lieu de se soumettre à ces dispositions qui s'imposent à lui, le Premier ministre décide de venir à sa guise et selon son agenda propre. Ainsi, les séances de janvier et de mars n'ont pas été tenues sans qu'une explication n'ait été fournie aux députés. Mais pire encore, lorsque le PM, le Premier ministre, fixe sa date et selon son propre bon vouloir, c'est pour se livrer à un exercice qui relève beaucoup plus d'un meeting politique que d'une séance normale et républicaine de réponse à des questions sur lesquelles ces réponses sont attendues par le peuple. En effet, les députés constatent avec amertume que le Premier ministre ne vient à l'Assemblée nationale que selon sa propre actualité, sortie du rapport de la Cour des comptes en février et vote de la loi dite interprétative en mars. De surcroît, en lieu et place des réponses attendues, le Premier ministre se livre à une véritable séance d'invectives, d'injures et de menaces des députés sans que ces derniers n'aient la possibilité de lui répondre, puisque la réglementation ne leur donne plus droit à la parole après leurs questions. Les députés refusent dès lors qu'un exercice parlementaire du plus grand sérieux, régi et encadré par les textes, tourne à une nauséabonde séance de meeting politique où eux sont réduits en spectateurs. Ils refusent en conséquence, pour le respect qu'ils doivent à l'Assemblée nationale, deuxième institution de la République, symbole par excellence de la démocratie représentative, de s'associer à cet affaissement délibéré voulu par le Premier ministre, mais en complicité avec le président de l'Assemblée nationale, donc l'affaissement de cette véritable et noble institution. En effet, le Premier ministre n'a jamais fait mystère de peu de respect qu'il voue à l'Assemblée nationale, voir ses déclarations sur les petits députés devant lesquels il refusait de comparaître lors de la levée de son immunité parlementaire. Nous, députés, sommes absolument disponibles à poursuivre l'exercice à la double condition que le Premier ministre respecte les règles du jeu et prenne l'ensemble des députés, y compris de son propre camp, pour ce qu'ils sont, c'est-à-dire des élus et représentants du peuple sénégalais qui ont été choisis comme des représentants de ce peuple. Je vous remercie de votre aimable attention.